Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Cotillon, je suis directeur adjoint de Lactia, je travaille sur les projets européens et je vais vous présenter aujourd'hui le projet MyPack, qui est un projet européen que je coordonne et qui va pouvoir vous donner toutes les, qui va vous pouvoir dresser un panorama des solutions existantes ou des solutions qui sont prêtes à être mises sur le marché en termes de packaging. Ouais, de packaging plus adapté à l'environnement, plus adapté aux produits. Et donc, c'est ce qui fait l'objet de cet atelier aujourd'hui. J'aurais préféré avoir un atelier en présentiel pour pouvoir interagir avec vous plus facilement, mais sachez que vous pouvez me recontacter après avoir vu cette présentation pour des questions, hein, des informations complémentaires par rapport à cette présentation. Alors, le projet MyPack, c'est un projet européen, une action d'innovation financée par le programme Horizon 2020, qui a démarré en novembre 2017 et qui s'achèvera en 2021 avant l'été. Donc, on a pratiquement tous les résultats. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter à travers ce projet des solutions innovantes pour le futur, des solutions de packaging innovantes et qui respectent mieux l'environnement et le produit pour préserver mieux préserver ses propriétés nutritionnelles. Donc il y a trois grands objectifs dans ce projet qui sont de promouvoir le développement commercial de packaging biodégradable et compostable, donc plus respectueux de l'environnement, et essayer aussi de promouvoir le développement de packaging issus de ressources renouvelables, hein, de ressources plutôt végétales, de déchets de agroalimentaire également. Et puis le troisième enjeu, c'est la promotion de packaging élaboré suivant des technologies euh, plus conséquentes qui permettent de donner à l'environnement, de donner au packaging des propriétés barrières et d'avoir des packaging plus actifs. Alors les principales barrières que l'on rencontre pour mettre en place, pour promouvoir ces nouveaux packaging sont la faisabilité industrielle. Hein, c'est pas forcément évident par rapport à quelqu'un, un industriel qui produit des emballages classiques, donc il faut s'adapter à ces nouveaux emballages, adapter les équipements. Les barrières macroéconomiques, hein, qui sont aussi importantes par rapport à la disponibilité du matériel végétal lorsqu'on utilise des emballages bioressourcés. Les barrières réglementaires aussi, qui sont bien sûr aussi très importantes. Les freins que peuvent, les, les résistances que peuvent émettre les consommateurs, hein, par rapport à ces emballages. Et puis également des contraintes environnementales, puisque ce n'est pas parce qu'un emballage est bioressourcé qu'il est forcément facilement dégradable ou compostable. Il y a 18 participants à ce projet européen, ce projet MyPack, donc des projets forcément de pays différents, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce et la Suisse.
Alors d'abord, comme partenaire, des fabricants de matériaux d'emballage. Donc il y a le Conservatoire des Arts et Métiers, l'unité PIM, qui est français bien sûr. Il y a l'industriel italien Novamont, hein, qui est assez connu dans le domaine de l'emballage. Et puis Naturplast aussi, qui est une société en Normandie qui produit ces matériaux d'emballage. Et enfin, Avabiochem, qui est une société suisse qui également travaille sur ces matériaux. Par rapport aux partenaires qui vont donner finalement, qui vont s'occuper du packaging, hein, qui est issu de ces matériaux, il y a donc l'association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire, l'ACTIA, donc à laquelle j'appartiens, avec ces centres techniques qui agissent comme tierce partie, qui sont spécialisés dans l'emballage, à savoir le CTCPA, Centre de la conservation des produits agricoles, le LNE, le Laboratoire national d'essai, pour ces laboratoires qui travaillent sur l'emballage. Il y a également toujours le Conservatoire des arts et métiers, Unibas, qui est une université de Basilicata en Italie, KIDV, qui est un partenaire néerlandais qui travaille également sur les aspects consommateurs, et puis Ninetech, qui est également un partenaire italien de l'emballage, et puis First, qui est un groupe assez connu dans le domaine de l'emballage, qui est un groupe allemand qui va travailler aussi sur la processabilité de l'emballage. Une troisième catégorie de partenaires sont les utilisateurs, hein, c'est très important puisqu'on est dans une action d'innovation, donc travaille sur des TRL qui sont élevés, donc on doit proposer des solutions sur le marché qui sont exploitables sur le marché. Donc on a trois industriels importants qui sont Nature en Vie, hein, Nature en Vie qui appartient à Léa Nature, hein, qui est un gros industriel français, qui travaille sur des produits plutôt secs, hein, des céréales qui sont emballées, etc. Il y a IP, qui est un industriel allemand, qui travaille sur l'alimentation infantile, hein, donc pour les bébés, des poudres, etc., des laits thermisés. Et puis enfin Barbastatis, qui est un industriel grec qui travaille sur la quatrième gamme. Donc tout ce qui est salade, légumes découpés, emballés. Pour ce qui concerne la fin de vie et les ACV, hein, c'est très important bien sûr à considérer dans ce type de projet. On travaille avec 2B, qui est un consultant italien qui est spécialisé dans les mesures d'ACV, et puis EPV Cycle, qui est un partenaire allemand qui travaille sur la fin de vie des emballages. Et enfin, pour terminer, par rapport aux consommateurs et la bioéconomie, on a l'université de Hohenheim en Allemagne, hein, qui a fait un état des lieux des emballages existants, hein, au démarrage de ce projet, des études de veille également, et puis l'université de Wageningen aux Pays-Bas, qui est vraiment spécialisée les aspects consommateurs. Hein, quels sont les freins? Qu'est-ce que le consommateur veut comme type d'emballage? Qu'est-ce qu'il est prêt à acheter comme produit en fonction de l'emballage? Puisque l'emballage a aussi une importance.
L'objet de ce projet, c'est d'étudier en fait 7 technologies qui ont fait déjà l'objet de nombreuses études dans des projets précédents, projets européens, projets nationaux, et qui ne sont pas encore vraiment adaptés au marché. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment pousser ces technologies sur le marché en apportant finalement le développement nécessaire à cette application sur le marché. Donc ces 7 technologies sont d'abord la technologie 1, ce sont les matériaux, les bioplastiques, hein, qui sont issus de matières renouvelables, biodégradables, avec parfois, ils peuvent être aussi multicouches. On peut faire une technologie multicouche sur ces films. La technologie 2, c'est la technologie par rapport à barrières, les films qui sont barrières à l'oxygène, hein, justement par la multiplication de couches, de micro-couches. C'est une technologie aussi très, très utilisée, notamment en remplaçant le VOH par le PA, le polyamide. La troisième technologie, ce sont les packaging plutôt rigides, hein, essayer de produire des emballages, des coupes, des emballages plutôt solides et rigides, et qui soient résistants à la chaleur, hein, comme à partir de PLA, et puis voir si on peut aussi avoir une application au niveau des films. Technologie 4, c'est l'insertion de micro-trous dans les emballages, dans les films plastiques qui peuvent conférer des propriétés de respirabilité, qui facilitent notamment pour les fruits et légumes quatrième gamme la respiration de ce type de produit. La technologie 5, c'est le silicone oxydé, hein, c'est une barrière SiOX qui permet d'apporter une certaine inertie à l'emballage. Ensuite, une technologie 6 qui est le packaging antimicrobien, hein, donc là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais bon, il y a beaucoup de freins réglementaires par rapport à ce type d'emballage. Et puis en fait, la dernière technologie, c'est le PEF renouvelable, hein, issu de matières végétales qui pourrait être un bon substitut du PET. Alors l'idée du projet MyPack, c'est de pouvoir finalement trouver le bon code, hein, si on compare, si on prend le code d'un cadenas, hein, trouver le bon code qui va permettre d'accéder à un packaging, d'accéder sur le marché. Donc on va considérer ce code, il va être décliné sur toutes les étapes de fabrication de l'emballage. Donc trouver pour chaque étape de fabrication le meilleur, la meilleure formule pour accéder au marché. Donc on part du procédé, du compounding, du procédé de fabrication de l'emballage, ensuite jusqu'à l'emballage avec le produit, la commercialisation, le consommateur, les études d'ACV et puis la fin de vie de l'emballage. Donc pour chacune de ces étapes, il faut trouver finalement, il faut optimiser ces étapes, hein, pour pouvoir commercialiser plus facilement l'emballage. Mais on considère également dans ce projet, ce qui est son originalité, ce n'est pas qu'optimiser finalement ces différentes étapes, c'est aussi, quand on ne peut pas optimiser, c'est trouver des voies alternatives, hein, des matériaux alternatifs,
des utilisations aussi alternatives, des marchés alternatifs, et puis peut-être aussi des, des fins de vie alternatives. Donc voilà, je dirais l'esprit de BIPAC, c'est de continuer finalement à trouver, à optimiser les propriétés des emballages, optimiser ce qui a été déjà mis en place dans des précédents projets, dans des études, pour faciliter l'accès sur le marché, donc optimiser l'emballage existant, mais également de trouver des voies alternatives pour mieux l'implanter sur le marché. Donc l'idée, c'est d'inspecter, en fait, c'est de voir les unes après les autres ces différentes technologies que je vous ai présentées précédemment, de voir un peu quels sont les efforts à faire, quels sont les développements à faire, ou quelles sont les routes alternatives à mettre en place pour pouvoir les appliquer sur le marché. Alors d'abord la technologie 1, donc sur les matériaux qui sont biodégradables, qui sont bio-based, hein, qui sont faits à partir de- de matériaux végétaux, de matériaux naturels, et sur lesquels on peut également appliquer la technologie multicouche. Alors d'abord une première application qui est l'application sur des salades quatrième gamme, sur des produits frais. Donc les résultats intéressants pour ce type de film qui sont connus, c'est le fait que le légume, que le fruit peut respirer, hein, donc il y a une respirabilité intéressante pour ce type d'emballage, avec une sélectivité par rapport au CO2 qui est importante, avec un pouvoir barrière à l'eau qui est assez faible, mais qui peut être aussi, même si c'est faible, ça peut être un aspect plutôt positif. Par contre, en termes de barrières à lever, donc la processabilité du film n'est pas forcément facile. La fin de vie de ce type d'emballage aussi, et puis une certaine opacité de l'emballage qu'on n'a pas pu encore, problème qu'on n'a pas pu encore résoudre. Donc ce qu'il faut dans le temps qui nous reste imparti à ce projet, c'est de trouver d'améliorer la processabilité, hein, de ce type d'emballage, travaillant sur les paramètres, sur la composition. Travailler aussi sur l'acceptabilité par le consommateur, hein, c'est important. Identifier des fins de vie plus pertinentes pour ce type d'emballage. Et puis en termes d'alternatives, de voies alternatives, c'est peut-être de mettre en place des équipements qui sont plus adaptés au bioplastique. Toujours sur ces matériaux biodégradables et multicouches, une application différente sur des produits secs. Alors, application produits secs, on a vu tout à l'heure que la perméabilité à l'eau était quand même pas très très intéressante. Donc c'est vraiment une barrière sur laquelle il faut absolument travailler, hein. Donc peut-être en complexant l'emballage avec une feuille métallique ou je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet. Mais est-ce que le consommateur acceptera cette formulation différente? Les études d'ACV aussi seront importantes à faire si on complexe l'emballage, hein, parce qu'il ne sera pas forcément biodégradable facilement. Donc, c'est toute la problématique. L'acceptation du consommateur aussi, si on accepte de travailler sur une perméabilité de l'eau plus faible, euh, c'est peut-être inciter le consommateur à consommer plus rapidement le produit.
voir s'il est prêt à ça. Et puis, en termes de voies alternatives, on peut essayer peut-être d'appliquer ce type d'emballage sur des produits avec une activité de l'eau un peu plus élevée, des produits un peu plus humides. Donc trouver en fait, le challenge, c'est trouver des voies différentes d'application, hein, mais bien sûr avec, qui nécessitent une acceptabilité du consommateur, donc des produits qui seront consommés peut-être plus rapidement, hein, donc des voies de commercialisation de cet emballage qui peut être aussi réutilisable. Donc on travaille sur ces voies alternatives. La technologie 2, donc c'est une technologie qui est relative au packaging avec une forte barrière à l'oxygène. Donc pour cela, on applique une technologie de multiplication de microcouches. Donc l'idée, c'est de remplacer le VOH par le PA, hein, le polyamide. Donc les produits qui sont pressentis sont les produits euh, qui nécessitent une atmosphère modifiée, hein, produits alimentaires, nécessitant une atmosphère modifiée. Alors, en termes de tests qui ont déjà été faits, on n'a pas remarqué d'amélioration, hein, des propriétés barrières par rapport aux produits, aux films de référence, hein, pétro-sourcés, et qui sont également multicouches. Pas d'amélioration non plus après le thermoforming, hein, c'est une technologie qui a été aussi utilisée. Et donc, les routes alternatives, c'est d'essayer de travailler sur une autre association de polymères, notamment sur le PEF multicouche. Donc, c'est ce qu'on essaye de développer dans le projet actuellement. Donc, la technologie 3, hein, c'est le PLA résistant à la chaleur. Donc, on est cette fois-ci sur du packaging rigide. L'application, ce sont les aliments stérilisés, hein, notamment pour les bébés. Donc la participation de HIP, de l'industriel fabricant allemand, est importante. Donc les principaux résultats, donc c'est une cristallisation rapide, hein, par rapport au PLA brut. Et l'injection également est améliorée, hein, par rapport au PLA brut. Par contre, les barrières principales qui ont été observées, c'est une cristallisation, un taux de cristallisation qui est insuffisant, hein, pour produire des matériaux rigides qui soient acceptables à un taux de production normal. Hein, donc on a surtout des objets qui sont un peu déformés, des contenants déformés, donc c'est vraiment pas l'idéal. Et puis bon, il faut améliorer aussi les propriétés de contact avec l'aliment, hein, pour pas qu'il y ait de migration, hein, des composants de l'emballage dans l'aliment, surtout pour les enfants, pour les bébés, c'est quand même très important. Donc il faut travailler sur tout ça avant de pouvoir atteindre le marché. Et donc les solutions alternatives pour qu'il n'y ait plus ces barrières, c'est peut-être la post-cristallisation, hein, une étape à rajouter dans le procédé de fabrication du packaging, ou alors travailler sur des applications à plus basse température, des produits alimentaires à plus basse température. Donc pas forcément stérilisés, mais travailler sur des températures plus basses. Donc les barrières sont des barrières environnementales et puis bien sûr une faisabilité industrielle qui n'est pas encore mise en place. Donc l'application maintenant sur le PLA souple,
on va retrouver un peu les mêmes problèmes qu'on a rencontrés tout à l'heure sur les biofilms. Donc application toujours sur des salades quatrième gamme, hein, emballées. Donc pouvoir respirant très, très important, donc ce qui est positif. Propriété barrière au CO2 importante. Par contre, propriété barrière à l'eau assez faible, ce qui peut aussi, on a vu, être un aspect positif. Il faut travailler sur la fin de vie de ce type d'emballage. Il y a des améliorations à faire. Il y a toujours cet aspect d'opacité, hein, qui peut déplaire aux consommateurs. Et puis, donc, on va essayer de travailler d'améliorer la performance de préservation de l'aliment, hein, dans ce type d'emballage. Donc, il faut tester l'acceptabilité aussi du consommateur si on n'arrive pas à résoudre le problème d'opacité. Et puis, identifier peut-être d'autres voies pour la fin de vie de ce type d'emballage. Passons à la technologie 4. Donc, c'est la micro-insertion d'un trou, hein, on appelle ça un petit escargot, dans l'emballage, qui va conférer en fait des propriétés, qui va améliorer les propriétés de respiration, respirabilité, d'échange avec le produit. Donc, l'application se fait sur des fruits et des légumes quatrième gamme, hein, notamment la salade. Donc les principaux résultats, c'est qu'on a obtenu sont vraiment des très très bonnes conditions de conservation, hein, puisqu'on augmente la durée de vie du produit d'une dizaine de jours. Donc c'est vraiment une technologie très intéressante, hein, qui a d'ailleurs été reconnue par la Commission européenne comme une technologie d'avenir. Donc elle est pratiquement industrialisée, cette technologie, donc mise au point dans le cadre de MyPack. Alors il faut travailler bien sûr sur les cadences au niveau de l'équipement, hein, parce que la réalisation de ce micro, de cette insertion, l'insertion de ce trou n'est pas facile, donc à des cadences industrielles. Peut-être réduire la taille de cette micro-insertion. Donc il faut travailler toujours, continuer à travailler dans ce domaine. Bon, bien sûr, l'acceptabilité par le consommateur, hein, donc on peut aussi travailler sur l'OPP, hein, en comparaison avec les bioplastiques. Donc la durée de vie des- la, comment dire, les ACV sont importantes aussi à réaliser, hein. Est-ce que cette micro-insertion, finalement, va avoir des problèmes quant aux analyses de cycle de vie? Et puis aussi le coût, hein. C'est aussi important de voir sur quel produit on peut travailler, on peut adapter cette technologie et pour que le consommateur achète le produit. Et enfin, euh, il faut compléter aussi par des analyses, comparer des films, hein, faire des comparaisons de types de films biosourcés ou non avec cette micro-insertion. La technologie 5, hein, l'addition d'une barrière SiOX, hein, de silicone. Donc, ce qui va conférer finalement une inertie à l'emballage. Donc, comme application, les aliments, les baby-food, hein, donc stérilisés. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment une propriété barrière très élevée. Donc, ça, c'est très important. Pour les bioplastiques, ben, faut trouver des voies de processus, de procédés qui sont un peu différentes. Par rapport au polypropylène, on a quand même une adhésion de cette couche
qui n'est pas bonne, hein, et ça c'est dû aux conditions de stérilisation. Donc il faut travailler encore sur cette, pour développer ces espèces de développement. Le test d'adhésion sur le PLA cristallisé peut être une voie intéressante. Peut-être que l'adhésion sera meilleure. Ou alors continuer bien sûr à travailler, on va continuer à travailler sur une meilleure adhésion du polypropylène. Donc les voies alternatives, c'est le conditionnement aseptique, hein, on n'a pas besoin de stériliser l'emballage. Et puis peut-être une application directe sur des produits prêts à consommer. Donc pour cette technique, il y a aussi bien sûr des aspects réglementaires. Pour cette technologie, il y a des aspects réglementaires à prendre en compte. La technologie 6 sur le packaging antimicrobien, bon, on a travaillé, on n'a pas eu des résultats très satisfaisants. On a travaillé sur le jambon et on a vraiment, en fait, ce type d'emballage n'est pas vraiment adapté à cette application. Donc, et puis bien sûr, il y a toujours ces freins réglementaires qui sont très importants et qui peuvent encore être présents dans le futur. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Également les ACV, l'acceptabilité du consommateur. Tout ça fait que on a décidé d'abandonner cette technologie, de ne pas travailler trop dessus et puis peut-être en voie alternative, essayer de travailler sur d'autres applications que le jambon. La technologie 7, donc c'est le PEF, le PEF, qui est bioressourcé comme substitut du PET. Donc essayer de le mettre en place d'occuper le marché occupé déjà par le PET. Donc c'est le substituer au PET. Donc les résultats intéressants sont des barrières, des propriétés barrières qui sont élevées, donc on en a la confirmation. Le procédé de fabrication est flexible, donc là avec l'injection ça marche très bien, donc il n'y a pas besoin de changer. Par rapport au PET, on a des propriétés mécaniques qui sont intéressantes, mais la barrière principale, c'est le prix. Alors, on est bien sûr au démarrage, ou peut-être qu'après, le- il deviendra moins cher, mais bon, après, c'est des questions ici de macroéconomiques qui sont en jeu. Problème aussi par rapport à la coloration. C'est une coloration un peu brune, donc il faut travailler sur ces problèmes. Par contre, on a une bonne, euh, une bonne acceptabilité par rapport au recyclage, c'est pas mal, hein, par rapport, on est un peu dans les mêmes contraintes que le PET, donc c'est plutôt satisfaisant. Et l'acceptation du consommateur, par contre, on ne sait pas, hein, à cause des problèmes de coloration, voir s'il va pouvoir accepter ces colorations. Continuer à travailler sur les ACV, hein, pour améliorer tout ça. Et puis essayer soit d'appliquer les technologies multicouches, ou bien trouver d'autres applications à ce type d'emballage. Donc si on reprend les trois objectifs principaux du projet, si on veut mieux communiquer sur ces technologies, eh bien, par rapport à tout ce qui est biodégradable, compostable, il faut communiquer sur la fin de vie des emballages, hein, c'est important. Et, par rapport au développement de packaging bioressourcé, il faut améliorer les paramètres macroéconomiques.
hein, donc communiquer sur ce plan. Et puis par rapport aux barrières actives, au développement de packaging euh, élaboré, si je puis dire, eh bien, il faut mettre en valeur, bien montrer que ils ne vont pas générer de déchets, hein, dans l'environnement. Ils n'auront pas une ACV désastreuse. Donc pour résumer, quelles sont les prochaines étapes de ce projet? C'est vraiment le développement industriel, hein, avec sur des produits bien précis. Donc sur le marché 1, donc, qui est représenté par la technologie 1 et 3, les films bioressourcés biodégradables, donc application sur les salades, sur les fruits et légumes quatrième gamme et les biscuits. Donc il faut continuer à améliorer encore ces films, notamment en termes d'acceptabilité du consommateur, amélioration de la durée de vie aussi du produit. Sur le marché 2, donc on a, représenté par la technologie 4, la micro-insertion sur les produits frais, produits quatrième gamme, très bons résultats. Donc on améliorer la production dans l'emballage, la micro-insertion du trou, hein, à cadence normale, à cadence industrielle, mais on y est presque. Donc là, c'est quand même une réussite importante, puisqu'on, je vous le répète, on arrive à améliorer considérablement la durée de vie du produit, de 10 jours, hein, pour certains fruits et légumes. Le marché 3, donc c'est les propriétés barrières, résistance à la chaleur, notamment sur les applications du baby-food, le SIOX. Ben, il faut continuer le multicouche, il faut continuer à travailler sur une meilleure résistance. Mais ça, on peut y arriver. On est optimiste. Et enfin, sur les technologies 2, 6 et 7, tout ce qui est PEF, substitution donc du PET par le PEF, les propriétés antimicrobiennes, les multicouches. Bon, c'est pas toujours facile, hein, donc, comme vous avez pu le constater. Donc, on va essayer de trouver des voies alternatives, hein, ce qui est aussi, vous l'avez vu, un objectif du projet. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous a donné une bonne vision, hein, de l'emballage du futur, des barrières à lever, hein, des contraintes aussi environnementales, et, euh, et que si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, puisque vous avez mes coordonnées dans le site des JAS, hein, et donc on reste à votre disposition pour des éclaircissements, pour des compléments ou des questions par rapport à des points que vous n'auriez pas bien compris. Très bien, bah écoutez, merci à vous et à bientôt. Au revoir.